Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Je reviens pour vous aujourd'hui sur l'essentiel de l'actualité de ce mois de juillet. 31 jours d'actualité en condensé, on va revenir ensemble sur les 10 grands titres de l'actualité de ce mois. Et vous allez voir juste en dessous le petit bandeau qui reprend d'autres infos. En bref, l'actu que vous retrouvez évidemment, vous le savez les amis, tous les week-ends sur Instagram. Au programme notamment de ce flash aujourd'hui, ce sont des images déchirantes, des milliers d'hectares détruits par les flammes. La France a été très touchée par les incendies, Gironde, Ardèche, Hérault pour ne citer que ces départements. Retour sur ces feux de forêt dévastateurs. Des incendies notamment favorisés par la météo. Vagues de chaleur, canicules et sécheresse ont bat des records en ce mois de juillet. Le point dans ce flash dans quelques instants. C'est une maladie qui continue son expansion, le monkeypox ou variole du singe. Les cas augmentent et la vaccination a débuté tardivement et très timidement. On revient dessus dans ce flash et d'autres informations à découvrir et retenir. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. Je suis aux manettes, merci d'être sur Vincent Quête. C'est évidemment mon premier titre dans cette vidéo, les incendies en France. Alors je vous donne un petit peu mes coulisses quand je prépare ce flash. Tous les jours, je passe presque 2 heures à faire les revues de presse, voir ce qui fait l'actu et tout noter sur mon ordi. À la fin du mois, je prends mes 50 pages d'actu. Oui, c'est énorme, 50 pages pour un mois entier. Et je reprends tout, je mets dans l'ordre et je vous résume en vidéo. Ça se passe donc ici sur ma chaîne YouTube. Pour les feux de forêt, c'est assez dingue. J'ai écrit sur le mois de juillet plus de 2000 mots sur ces incendies. Pour moi, c'est du jamais vu. Au total, ce sont donc près de 40 000 hectares qui ont brûlé en France depuis le début de l'année, majoritairement cet été, contre un peu plus de 30 000 sur toute l'année 2021, rendez-vous compte. Sur toute l'Union Européenne, c'est même 517 881 hectares, c'est précis, qui ont brûlé depuis janvier, soit 5000 km². En Gironde, tout d'abord, pour cet été, 21 000 hectares partis en fumée, 14 000 à Landiras et 7 000 à la Teste de Buch. Les images étaient, vous les avez vues, impressionnantes, notamment près de la dune du Pilat. 12 jours ont été nécessaires pour fixer ces deux incendies. Plus de 2000 sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans le département pour faire face, avec des volontaires venus de toute la France. Emmanuel Macron s'est rendu sur place et a promis un, je cite, grand chantier national pour rebâtir la forêt brûlée, tout en admettant qu'il fallait plus de moyens aériens pour lutter contre ces incendies. Les autres départements touchés ce mois de juillet, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Finistère, la Sarthe, l'Oise, l'Hérault, les Alpes de Haute-Provence, l'Ardèche et les Pyrénées-Orientales, ça fait beaucoup de feux aussi d'origine criminelle, avec donc des pyromanes. Et enfin, le bilan de ces incendies, très peu de maisons brûlées finalement, en comparaison du nombre d'incendies et d'hectares ravagés, et un décès, celui d'un pompier volontaire mort des suites d'un malaise en intervention dans les Bouches-du-Rhône. Plusieurs autres pompiers ont été blessés à la fin du mois. Les incendies et la chaleur. En juillet, on a eu chaud, canicule qui a touché toute l'Europe. 15 départements en vigilance rouge canicule, c'était une première en France. Et il a fait chaud jusqu'en Bretagne, comme pour faire mentir les clichés sur cette très belle région. Météo France nous a parlé d'une, je cite, apocalypse de chaleur. Il a fait jusqu'à 42,7 degrés à Beaulieu sur l'Aillon, c'est dans le Maine-et-Loire. C'était la 47e vague de chaleur recensée depuis 1945, chiffre de Météo France là encore. Mais cette chaleur qui dure depuis des semaines, elle a des conséquences sur nos sols aussi. La sécheresse touche quasiment toute la France, 90% des départements sont concernés par les restrictions d'eau, plus ou moins fortement, parfois très fortement d'ailleurs. On le sait d'ores et déjà, juillet 2022 est le deuxième mois le plus sec jamais enregistré après mars 1961. Santé maintenant avec la variole du singe, le monkeypox en anglais, qui continue de se répandre notamment en Europe. La maladie a été signalée dans 78 pays, plus de 18 000 cas ont été recensés depuis mai, dont 70% en Europe et 25% dans les Amériques. 98% des cas concernent des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. L'OMS a déclenché son niveau d'alerte le plus élevé, celui de l'urgence de santé publique de portée internationale, pour tenter de contrôler la maladie et son développement. En France, 2000 cas ont été recensés et la vaccination a commencé lentement. On ne connaît pas le nombre de doses en stock, c'est secret défense, mais 11 000 personnes ont déjà reçu une dose. Cela alors que 3 décès ont été signalés hors de l'Afrique, où la maladie était contenue jusqu'alors. Les décès, c'est au Brésil, une personne, et 2
en Espagne. Restez connectés sur Vincent Quel, je vous prépare une petite vidéo sur cette maladie qui inquiète. Le mois de juillet, j'ai fait un question de culture dessus, c'est le mois du Tour de France et je veux dire maintenant des Tours de France. Chez les hommes, 109e édition remportée par le Danois Jonas Vingegaard de la Jumbo-Visma. Il était arrivé deuxième l'an dernier. Première victoire sur cette course à l'âge de 25 ans devant Tadej Pogačar, vainqueur des 2 dernières éditions. Alors, ce Tour de France a notamment été marqué par des manifestations sur la route qui ont interrompu à 3 reprises quand même le déroulé de la course. Une édition marquée aussi par la canicule et les routes arrosées. Ça a fait un petit peu polémique. Une seule victoire française sur la 19e étape dans les Pyrénées, victoire signée Christophe Laporte. Il y avait aussi le Tour de France Femmes, première édition, toute première édition cette année. C'est la néerlandaise Annemiek van Vleuten, j'espère que je prononce assez bien son nom, qui fait partie de la Movistar, qui décroche donc le maillot jaune au bout de la 8e étape. Grande favorite, la coureuse de 39 ans a attendu les 2 dernières étapes pour montrer tous ses talents en montagne. Cette première édition est un véritable succès, notamment sur les routes, succès populaire. Il y avait plein de gens le long du tracé, mais aussi plein de gens devant la télévision. Allez, on passe maintenant à la page politique, une très grande page politique, les débats chahutés à l'Assemblée nationale et d'autres choses. Je commence avec le remaniement, c'était au début du mois de juillet, un gouvernement paritaire, 21 hommes, 21 femmes, même s'il faut dire que les ministres sont principalement des hommes, les secrétaires d'État principalement des femmes. Pas de grande surprise dans ce nouveau gouvernement, le départ de Damien Abad, accusé d'agression sexuelle, mais pas celui de Chrysoula Zacharopoulou ou d'Éric Dupond-Moretti, eux aussi mis en cause. Le retour de Marlène Schiappa dans le gouvernement et le maintien en force de Bruno Le Maire ou de Gérald Darmanin. Elle a fait son entrée au gouvernement à l'occasion du remaniement. Caroline Cayeux, ancienne sénatrice de droite, a été nommée ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et ses propos tenus lors du débat sur le mariage pour tous il y a 10 ans ont ressurgi. Elle parlait alors d'un acte contre nature, ce sont ses mots. Elle a maintenu ses propos avant de s'excuser sous la pression de certains membres du gouvernement qui l'ont désavoué publiquement à la télévision, avant de parler de, je cite encore, ces gens-là, pour qualifier les homosexuels. Une pétition assez large réclame son départ. Le gouvernement semble lui maintenir sa confiance. Ce mois de juillet en politique, c'est aussi l'interview du 14 juillet d'Emmanuel Macron, le président qui a voulu renouer avec la tradition depuis les jardins de l'Élysée. Parmi les thèmes abordés, un plan de sobriété énergétique pour se préparer à se passer du gaz russe à l'avenir, la réforme des retraites avec un objectif pour 2023, la réforme de l'assurance chômage, ça devrait arriver assez vite, et le fameux Conseil national de la refondation CNR qu'Emmanuel Macron avait annoncé il y a quelques temps. Il nous le promet, je cite, dès la fin de l'été. Les premières lois ont été discutées à l'Assemblée nationale et les débats ont été vraiment houleux. On l'a vu avec plein de petites vidéos sur les réseaux sociaux, notamment si vous avez un peu suivi ce qui se passait sur Twitter, entre autres. Projet de loi en faveur du pouvoir d'achat, 2 volets votés par l'Assemblée nationale. Il manque encore les votes du Sénat, voire de l'Assemblée, pour que le Parlement adopte définitivement l'ensemble de ces mesures, parmi lesquelles on retrouve le maintien des aides au carburant à la pompe qui seront augmentées avant de baisser, des aides pour le chauffage au fioul ou encore des aides pour financer le RSA. 3 autres mesures très symboliques et très commentées. La renationalisation d'EDF dans le contexte, vous le savez, de la hausse des prix de l'énergie, la déconjugalisation de l'AAH, l'allocation adulte handicapé, ça avait été plusieurs fois refusé par la majorité lors du précédent quinquennat, et la suppression de la redevance audiovisuelle, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le service public télé et radio sera donc désormais financé grâce à la TVA. Un autre projet de loi qui a fait parler, il a d'ailleurs été le premier à être voté par cette nouvelle Assemblée nationale, c'est le projet de loi sanitaire qui met fin aux mesures d'exception liées à la pandémie. Fini les confinements et les couvre-feux, fini l'état d'urgence sanitaire, fini le masque obligatoire, fini le pass vaccinal, fini le conseil scientifique, je reprends mon souffle. C'est une page qui se tourne, disons-le, jusqu'au 31 mars 2023. Le gouvernement pourrait exiger un test Covid négatif des personnes de plus de 12 ans venant des Outre-mer et de l'étranger. La guerre en Ukraine maintenant, 5 mois de combat, les bombardements continuent. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs appelé à évacuer la région de Donetsk, dans l'est du pays, où les combats sont les plus forts. À retenir aussi l'accord entre Kiev et Moscou sur l'exportation des céréales ukrainiennes, bloquées dans les ports de la mer Noire, notamment à Odessa. Accord signé sous l'égide de la Turquie et de l'ONU. Le premier chargement est parti le 1er août. Du côté des crimes de guerre, on y revient
L'Ukraine accuse la Russie d'avoir bombardé un camp de prisonniers ukrainiens, mais la Russie dément. Et du côté de l'énergie, Gazprom a encore réduit les livraisons à l'Europe de gaz via le gazoduc Nord Stream, motif officiel problème de maintenance. En parallèle, l'UE a approuvé un plan de réduction de la consommation de gaz en Europe pour réduire la dépendance à Moscou, objectif moins 15% d'ici mars 2023. Au Japon, c'est un assassinat qui choque. L'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été abattu lors d'un discours dans le cadre des élections sénatoriales. Il avait 67 ans. Il avait été grièvement blessé par balle dans le cou avant de succomber à ses blessures. Son agresseur présumé a été interpellé quelques secondes plus tard sans opposer de résistance avec son arme artisanale dans les mains. L'onde de choc a été internationale et de nombreux dirigeants ont adressé leurs condoléances au peuple japonais et à la famille de Shinzo Abe, qui avait été à la tête du pays de 2012 à 2020. Un hommage national lui sera rendu au Japon fin septembre. On continue notre page internationale avec quelques actus. En bref, en Italie, Mario Draghi a remis 2 fois sa démission au président Sergio Mattarella, qui l'a refusé une fois, mais pas deux, ça devenait compliqué à un moment. En cause, la très large coalition de gouvernement autour du président du Conseil des ministres qui a éclaté après les départs de Forza Italia, la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Des élections anticipées auront lieu le 25 septembre prochain. Au Sri Lanka, la tension est forte. J'ai déjà parlé sur ma chaîne de la très grave crise politique et économique que traverse le pays. Le 9 juillet, le président Gotabaya Rajapaksa a pris la fuite et le palais présidentiel a été pris d'assaut vraiment par les manifestants qui ne l'ont pas quitté. Dans les piscines, dans les chambres, on a vu toutes ces images de tous ces gens très pauvres finalement qui découvraient l'opulence du palais présidentiel. Depuis les Maldives, il a présenté sa démission, le président Rajapaksa. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, pardon si j'ai un peu écorché son nom, je crois pas, mais je suis pas spécialiste de la prononciation des mots. Bon bref, le Premier ministre Wickremesinghe a été élu président par le Parlement. Au Royaume-Uni, les ministres ont démissionné à tour de rôle du gouvernement alors que la polémique enflait. Boris Johnson avait nommé un homme accusé d'agression sexuelle et en ayant connaissance de ces accusations, sans aucun soutien interne, il a vraiment tout perdu dans le parti conservateur. Il a démissionné de la tête du parti. Il devrait rester Premier ministre jusqu'à l'automne et son successeur, qui sera issu d'un vote interne, sera connu le 5 septembre. Dans la course à Downing Street, le duel final oppose Rishi Sunak, l'ex-ministre des Finances, et Liz Truss, ministre des Affaires étrangères. Juillet 2022 et le Covid qui continue d'être présent dans nos vies. Au début du mois, on était sur du 200 000 nouveaux cas par jour, c'était la 7e vague. Le pic épidémique est passé en tout cas, mais des scientifiques nous annoncent déjà une 8e vague, ce sera pour l'automne, pour l'hiver prochain. Une sorte de saisonnalité qui commence à revenir, on commence aussi à en avoir un peu l'habitude maintenant. Pour la faire face donc à ces prochaines vagues, la 2e dose de rappel, donc la 4e dose, est désormais élargie à toutes les personnes à risque, à leurs proches et aux femmes enceintes. Cela pour éviter la saturation des hôpitaux où ne pourront pas revenir les soignants non vaccinés. Et d'ailleurs je dis les hôpitaux, mais en fait c'est pour tous les soignants vaccinés tout court. La Haute Autorité de Santé et le gouvernement se sont opposés à leur réintégration. Allez, un dernier mot d'espoir, vous allez le voir, ma phrase est ultra ironique. La pandémie de Covid-19 est, loin d'être finie. Phrase officielle qui nous vient de l'OMS. Et allez, pour conclure ce flash, le sport, je commence avec Wimbledon, le tennis. Vainqueur chez les hommes, le Serbe Novak Djokovic qui décroche son 21e tournoi du Grand Chelem. Chez les femmes, c'est la Kazakh Elena Rybakina pour son premier titre en Grand Chelem. A noter la blessure de Rafael Nadal, victime d'une déchirure abdominale. Il a dû déclarer forfait avant sa demi-finale. Juillet, c'était aussi l'Euro féminin de foot qui a battu des records dans tous les sens en termes d'affluence, de médiatisation. Il y a eu, rendez-vous compte, 2 fois plus de spectateurs pour cette édition que lors de la précédente, c'est énorme. Ça se passait en Angleterre et ce sont d'ailleurs les Anglaises qui ont remporté pour la première fois de leur histoire la compétition, premier titre majeur pour les Lionnes anglaises. Finale face à l'Allemagne, 2-1 après les prolongations. La France est-elle arrêtée en demi-finale face à l'Allemagne, mais les demi-finales c'est notre meilleur parcours dans l'histoire de l'Euro féminin. Après un Euro, les mondiaux, là je parle d'athlétisme, c'était aux États-Unis. Une seule médaille pour la France, une seule, c'est vraiment ridicule, minuscule. La France qui donc a décroché une médaille en or. Kevin Mayer, champion du monde du décathlon, aura attendu le dernier jour pour cette unique médaille. On retiendra aussi de ces mondiaux le record du monde à 6,21 m d'Armand Duplantis. Il n'arrête pas de franchir le plafond à la perche.
Les adieux aussi d'Allyson Felix, adieu émouvant, et d'autres records du monde dans les disciplines, enfin dans les épreuves, pardon. 100 mètres féminin, 100 mètres haies féminin, 400 mètres haies féminin et 200 mètres masculin. Très belle moisson en tout cas. En escrime aussi, c'était les mondiaux et les Français ont brillé. Champion du monde au fleuret, Isaora Tibus chez les femmes, puis Enzo Lefort chez les hommes. Champion du monde à l'épée, Romain Canon, et en équipe, champion du monde à l'épée, 4 médailles d'or. Bravo à nos Français. Et allez, pour finir, quelques infos en bref. La France termine invaincue cette saison en rugby et est même devenue numéro 1 mondial au classement World Rugby. Très bel accent. La France au volley a remporté la Ligue des Nations. Nous sommes, je le rappelle, champion olympique en titre. Ouvrons grand les Jeux. Game Wide Open en anglais, ce sera le slogan des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il vient d'être révélé. Pour les billets, si vous comptez vous rendre au JO, ce sera de 24 à 950 € pour quelques disciplines seulement. Et une dernière victoire française, allez, c'est du tennis, la deuxième de l'été pour Caroline Garcia, qui a donc remporté la finale de l'Open de Varsovie en Pologne. Voilà donc pour l'actu de ce mois de juillet, c'est la fin de ce flash. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. Le résumé de l'actu tous les dimanches, c'est sur le compte Insta de Vincent Quête et tous les mois sur la chaîne YouTube pour le résumé en vidéo. À la rentrée, le format va un tout petit peu changer, mais je continue de vous faire les résumés de ce qui s'est passé sur 30-31 jours. En bref, sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête, on se parle. Quand vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.